Je laisse donc la parole à Pierre-Étienne Mestre. Merci Bernard. Merci Bernard, merci beaucoup à l'association Santé Liberté Entraide de me faire venir ce soir. Et puis merci à toutes et tous d'être si nombreux. Ça montre que le sujet apparemment est intéressant et vous a pas fait trop peur, vous êtes venus. Alors, donc pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Donc moi, je suis ni médecin, ni ophtalmo, parce que des fois je parle de la vue, ni ostéopathe. J'ai un parcours assez atypique que vous pourrez voir, que j'explique un peu sur mon site internet notamment. Et voilà, je me suis intéressé à plein de formes alternatives de santé. Donc j'ai commencé par le yoga, la méditation. Et au fil de mon parcours, j'ai découvert des outils qui m'ont permis de libérer différentes émotions qui pouvaient me gêner dans ma vie, dont j'avais d'ailleurs pas conscience avant de commencer. Et de fil en aiguille, comme j'étais toujours passionné, j'ai continué à creuser plein de sujets. Et un beau jour, j'ai trouvé logique de me proposer pour accompagner d'autres personnes. Et petit à petit, effectivement, c'est devenu mon métier d'accompagner. Donc en résumé, j'ai beaucoup d'axes, mais voilà, je fais de l'accompagnement individuel, mais aussi de l'accompagnement en groupe, à l'occasion de cours de Qigong réguliers, là notamment à Douai-la-Fontaine. La pratique du Qi, ça veut dire faire circuler l'énergie dans le corps, harmoniser l'énergie dans le corps. Je partage aussi régulièrement des stages à thème, notamment un stage qui vient bientôt, dont on reparlera peut-être à la fin de l'exposé, qui est particulièrement lié au thème des peurs, qui s'appelle « Apprivoiser la peur de la mort ». Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu au fil de la conférence. Je vais commencer par vous donner un petit peu le programme pour que vous sachiez un peu dans quoi vous vous embarquez. Donc voilà un peu ce qu'on va essayer d'aborder ce soir. Donc le thème « Se libérer des peurs profondes ». Je vais commencer évidemment par définir ce que j'entends par peur profonde. Ensuite, on va poser la question « Pourquoi vouloir s'en libérer ? À quoi ça sert ?» Ensuite, on abordera comment s'en libérer, c'est-à-dire les outils. Et on n'aura pas forcément le temps de rentrer très en détail dans chaque point, mais c'est au moins pour vous donner des grands repères sur le thème. Et ensuite, le quatrième point, ce sera les obstacles culturels à la libération. Parce que souvent, en fait, le plus gros de l'exposé, quand on parle de peur, on parle d'une dimension psychologique, peut-être individuelle, voire familiale. Mais en fait, dans la quatrième partie, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'on est aussi pris dans une culture, et notre culture a énormément d'influence sur nos difficultés à se libérer des peurs, entre autres, et évidemment nous marque à ce sujet-là. Donc je trouve que c'est très important d'aborder ce sujet-là, et de ne pas voir que sous l'angle psychologique. En fait, quand on parle de la peur, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est biologique, d'accord ? Au niveau de la survie pour les animaux, la peur, c'est ce qui sert à déclencher la fuite ou le combat. D'accord ? C'est une fonction de survie. Et donc, si nous, en tant qu'êtres humains, on peut être impacté par des peurs de cet ordre-là, ça peut nous arriver. Si on est agressé dans la rue par quelqu'un, effectivement, on a une réaction de peur qui est saine, naturelle et à sa place. Il s'agit de fuir ou de combattre éventuellement. En général, il vaut mieux s'enfuir si on est agressé dans la rue. Cette peur-là, pour moi, ce n'est pas un problème et ce ne sera pas le sujet de cet exposé. La peur dont je vais parler, et c'est ça que j'entends par peur profonde, ça va être, alors on va dire plusieurs choses. On a de nombreuses peurs courantes dans la vie quotidienne. Donc voilà, si je vous mets ça par exemple, ça peut vous évoquer quelque chose. Alors, peur de la violence, peur de la souffrance, la peur d'avoir un accident, la peur qu'il nous arrive quelque chose, la peur qu'il arrive quelque chose à nos proches. Donc toutes ces peurs qui sont liées à la peur d'un choc physique, de quelque chose qui nous arrive physiquement. Ensuite, il y a des peurs qui sont plus symboliques, psychologiques, comme la peur des grands changements. Ça arrive, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être sujets à ça. Et évidemment, une peur qui est très courante aussi, c'est la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, rejeté, exclu, etc. Toutes ces peurs symboliques qui, en général, touchent du monde. Et donc, il y a énormément de peurs courantes. Mais en fait, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que toutes ces peurs courantes sont reliées les unes aux autres et finalement sont reliées, ont des racines communes. Et on peut dire que ça rejoint, on va dire, des peurs archétypales. Et en gros, si on résume, alors je résume à l'extrême, mais il pourrait rester dans les peurs archétypales la peur de la mort,
la peur de la souffrance et la peur de l'inconnu. Ça va déjà en fait regrouper énormément des peurs qu'on a qui sont en fait des déclinaisons de ces peurs fondamentales. Alors ça ne paraît pas forcément flagrant tout de suite, hein, c'est peut-être par un travail d'introspection qu'on s'en rend compte, mais par exemple la peur de la mort et la peur d'être jugé du regard des autres, ça ne paraît pas tellement lié, alors que finalement il y a des liens. C'est-à-dire que nous, êtres humains, en fait, on est devenus des êtres très symboliques. Mais en fait, l'aspect symbolique a sur nous les mêmes effets que les aspects vitaux. C'est-à-dire que, par exemple, les neurobiologues se sont rendus compte que les réactions dans le cerveau sont les mêmes quand il s'agit, par exemple, d'un sentiment d'exclusion ou d'une agression physique. C'est les mêmes réactions dans le cerveau, c'est les mêmes neurotransmetteurs qui sont stimulés, c'est les mêmes choses qui se passent. Donc c'est vrai que la peur symbolique, pour nous, a autant d'impact que la peur réelle. Et peur de la mort, oui, ben peut-être que ne pas être aimé, ça va toucher les mêmes ressorts que la peur de la mort. Alors peut-être pas avec la même intensité, quoique ça c'est encore très subjectif. Quand on arrive sur Terre et qu'on est bébé, l'amour de notre mère, c'est une condition de survie. D'accord ? Au travers de l'allaitement notamment, mais aussi de tous ses soins. Les soins de la maman sont une condition de survie pour l'être humain. Et donc, c'est vrai que la peur de ne pas être aimé touche à la survie et touche à la peur de la mort aussi. Hein, donc finalement, si on creuse, là je ne vais pas le faire pour chaque détail, chaque peur, mais pour vous dire que voilà, toutes nos peurs courantes, finalement, elles se résument à quelques peurs profondes, qui sont des peurs archétypales, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier, c'est des peurs qui touchent tous les êtres humains. Et après, une petite précision là-dessus, vous savez, souvent dans la vie quotidienne, dans la vie courante, on dit de telle personne qu'elle est peureuse, ou telle autre qu'elle ne l'est pas. À mon avis, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que je pense que la peur, c'est humain, c'est-à-dire qu'on a tous peur. Mais ce qui change, en fait, c'est nos réactions. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a des gens qui ont des réactions de contrôle, qui gèrent bien les situations critiques, et d'autres qui les gèrent moins bien. Et donc, ils vont être beaucoup plus envahis par la peur. Et donc, c'est peut-être ça, c'est ces personnes-là qu'on va appeler des personnes peureuses. Mais en fait, du point de vue de la santé, ça ne veut pas dire que les autres personnes n'ont pas de peur. C'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi bien touchées par les peurs, mais effectivement, elles ont, de par leur éducation, de par leur tempérament, elles ont développé des stratégies qui leur permettent de contrôler et de ne pas se laisser submerger par la peur. Mais donc voilà, dans tous ces cas-là, en fait, pour moi, tout le monde est concerné par la peur, et notamment cette notion de peur profonde. Ce que j'appelle donc cette peur profonde, ça va souvent être lié à des mémoires qu'on accumule, et notamment des mémoires de réaction, des types de réactions qu'on a. Et donc, vous voyez ici sur cette diapo, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a deux grandes sources de perturbations qui vont s'inscrire comme des mémoires. C'est d'une part les traumatismes, et d'autre part les conditionnements. Et donc les traumatismes, en fait, ça va être évidemment les chocs physiques ou émotionnels, tout ce qui va nous arriver, les événements traumatisants dans notre vie. Ça peut être des violences qui ont été subies, violences verbales ou physiques, parce que je vous disais tout à l'heure, hein, le codage symbolique fait que même une violence symbolique va se coder en peur, en mémoire, en réflexe. Ça touche à cette notion aussi de peur racine. De manière générale, tous les êtres humains ont des peurs racines. En tout cas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'en avait pas. Peut-être que ça existe, mais je n'en ai jamais rencontré. Alors, qu'est-ce qu'on entend par peur racine? Alors ça, c'est un terme qu'emploie Luc Nicon, qui est quelqu'un qui a développé un outil à travers d'une recherche qui s'appelle Tipeee, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est très très intéressante. Donc je vais y revenir plusieurs fois dans la conférence pour éclairer différents propos. Alors moi je l'élargis, j'utilise cette notion de peur racine pour toutes ces peurs qui sont les origines de toutes nos peurs. C'est-à-dire que vous voyez dans votre vie des scénarios de peur qui se répètent, mais en fait vous voyez bien que c'est la même forme à chaque fois. Et en fait derrière, à l'origine de tout ça, il y a souvent un traumatisme, un événement particulier qui vous a mis en danger soit affectif, symbolique, soit en danger physique, et qui a déclenché chez vous une réaction qui s'est bloquée à un moment donné. Et donc ça va être les peurs racines. Donc souvent, ces peurs racines, on va plutôt les trouver dans la petite enfance, voire même dans la vie intra-utérine ou au moment de la naissance. Parce que ça, une fois qu'on est adulte, on a tendance à l'oublier. C'est pas tellement on n'en a pas tellement conscience. Mais imaginez, regardez si vous avez vu une naissance récemment ou si vous avez vu des images à la télé,
vous voyez un peu l'intensité. Hein, vous voyez l'intensité qui est en jeu. Et vous voyez que maintenant, on a beaucoup de progrès, beaucoup d'accompagnements techniques autour de la naissance qui limitent les risques. Mais autrefois, la naissance, c'était un grand risque de mort pour le bébé et même pour la maman. Donc c'est aussi des événements où il y a beaucoup de peurs qui peuvent se mettre là. La naissance, vraiment, ça peut être une des grandes sources de peurs racines. Et Luc Nicon, lui, il a aussi montré, alors il n'était pas le seul, il y a d'autres personnes qui avaient déjà réalisé ça en psychologie, qu'en fait on a des peurs racines qui datent même d'avant notre naissance, c'est-à-dire dès la vie intra-utérine. Et en fait, ces peurs racines, l'explication de Luc Nicon que je trouve très pertinente, c'est en fait lié à des moments où on a failli mourir en tant que petit bébé, que fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Alors souvent, en fait, quand on parle de ces peurs intra-utérines, en psychologie, on en parle beaucoup de manière psychologique, symbolique. C'est les traumatismes de la maman qu'elle a transmis à son fœtus. Luc Nicon l'aborde d'une manière complètement différente. Il parle vraiment de peurs qui sont liées à des risques de mort à l'intérieur du ventre, comme par exemple l'enroulement autour du cordon. En fait, on peut s'imaginer que le bébé, en se déplaçant dans son liquide amniotique, à un moment donné, il peut s'emmêler avec son cordon autour du cou. Et à ce moment-là, dans son mouvement, dans son déplacement, le cordon ombilical peut se resserrer et l'étrangler. Et en fait, il s'aperçoit que plus il force pour se débattre, plus le nœud serre. Et donc, le bébé, à un moment donné, le fœtus, peut s'évanouir, tomber dans les pommes. Et quand il s'évanouit, heureusement, il y a un relâchement musculaire qui fait que le nœud se desserre et il va pouvoir à nouveau retrouver de l'oxygène qui va pouvoir remonter au cerveau et donc reprendre vie. Mais en fait, ce petit événement qui paraît anodin, qui n'a pas été vu par la mère, qui n'a pas été enregistré nulle part, peut laisser une peur racine, c'est-à-dire une empreinte de « attention, je vais mourir ». Mais en fait, ce scénario-là, cette peur, elle peut être redéclenchée par des scènes analogues qui peuvent être, encore une fois, physiques ou symboliques, c'est-à-dire que ça peut donner dans notre vie des situations où on ne supporte pas d'avoir quelque chose autour du cou, ou au contraire, on a besoin d'avoir toujours quelque chose autour du cou. Mais aussi, ça peut arriver dans la vie quotidienne par des choses complètement différentes. On se sent étouffé quand on n'est pas écouté, par exemple. Ou on se sent étouffé par quelqu'un qui a un tempérament un peu envahissant. Et bien, ces peurs-là, en fait, peuvent trouver leur socle dans ces traumatismes, peurs racines. Et en fait, vous voyez que si on l'aborde de manière psychologique, on peut, psychologiquement aborder pourquoi j'ai tout le temps la sensation d'étouffer, de ne pas pouvoir m'exprimer, etc. Ça va faire un certain chemin, mais on a l'impression que finalement on tourne en rond, qu'il y a quelque chose qui s'en va toujours pas. Donc ça demande d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce que Luc Nicon avait fait en fait intuitivement avant de donner cette explication-là, c'est-à-dire qu'il est passé par les sensations physiques. C'est-à-dire que pour traiter des traumatismes émotionnels ou des perturbations émotionnelles, il a proposé aux gens qui l'accompagnaient de venir simplement passer par leurs sensations physiques. On y reviendra dans la partie tout à l'heure pour les outils pour traiter les peurs. Donc voilà pour tout ce qui est les traumatismes, les chocs, etc. Donc c'est tout ça qui va nous laisser des empreintes. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, en fait, je pense qu'on a tous notre lot de mémoire, d'histoire, de stockage émotionnel comme ça. Et donc on a tous notre lot de peurs profondes qui sont prêtes à se redéclencher dans des situations qui n'ont rien à voir. Et en fait, c'est ça qui nous gêne dans la vie quotidienne, c'est ces peurs qui se redéclenchent dans des situations qui n'ont rien à voir. C'est ça en fait qui pollue notre quotidien. Ensuite, deuxième source de traumatisme et de peur mémoire, c'est les conditionnements. Donc ça, c'est souvent lié à la culture familiale, à l'éducation. Donc sans forcément qu'il y ait eu un événement traumatisant, si quelqu'un, s'il y a un éducateur, souvent les parents, en fait les parents pour l'enfant, c'est la référence absolue. Hein, c'est notre référence absolue. Et si notre référence dit tout le temps « fais attention, tu vas tomber » à chaque fois qu'on essaye de grimper un arbre ou de monter sur une chaise, hein, le message, évidemment que c'est une bonne intention, c'est une intention d'amour, une intention protectrice, mais le message pour le petit enfant, c'est « ah bah t'es peut-être pas compétent, t'es peut-être pas capable de faire des acrobaties, etc. » Et donc ça va générer petit à petit un manque de confiance et une peur dans la prise de risque. Hein, de même que plein de messages, vous voyez, j'ai mis entre guillemets plein de petites phrases qu'on emploie très souvent sans s'en rendre compte. Tu n'y arriveras jamais. Ou des grandes vérités. Des fois, les parents ont leur propre traumatisme et en fait répètent en présentant leur vérité à leur enfant
en disant par exemple, ah, tu sais, le monde est cruel. Hein, donc si on dit ça à notre enfant quand il est tout petit, ben, lui, il croit à l'adulte, c'est sa référence. Donc il va se dire, bon, ben, maman elle a raison, papa a raison, le monde est cruel. Il enregistre cette information-là. Donc forcément, il va développer une peur du monde. Voilà, j'ai mis aussi, les hommes sont tous des, bon, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière, voilà, hein, qui vont générer encore une fois des peurs chroniques de méfiance vis-à-vis des hommes. Alors, on va passer tout de suite à la partie suivante. Pourquoi vouloir se libérer des peurs profondes? C'est ces peurs qui nous envahissent au quotidien, les peurs profondes. Les choses dont on n'arrive jamais à se défaire, les schémas qui se répètent tout le temps. En général, c'est sous-tendu par des peurs racines, des peurs profondes. Et donc, souvent, on essaye de manière comportementale de se dire, bon allez, on essaye de se contrôler encore plus. Bon allez, il ne faut plus que je réagisse comme ça, il ne faut plus que je fasse ci, il ne faut plus que je fasse ça. Mais en fait, ça ne fonctionne jamais très bien. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de contrôle mental, ce n'est pas une histoire de décision, c'est des émotions qui nous agissent. Et donc, c'est plutôt, moi ce que je trouve intéressant dans les scénarios répétitifs, c'est plutôt d'aller les traiter en psychothérapie par exemple, ou avec de l'accompagnement, pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ces scénarios répétitifs et essayer de mettre à jour la peur racine pour pouvoir la traiter à la base et du coup être débarrassé de tous les scénarios répétitifs depuis leur origine. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas traiter chaque situation hein, qui est problématique. C'est-à-dire que une peur racine peut générer plusieurs comportements dérangeants. Et donc, du coup, c'est plus efficace d'aller à la racine, d'enlever la peur racine, et à ce moment-là, tous les comportements dérangeants sont régulés d'un seul coup. Donc, le point suivant que je voulais vous présenter, c'est l'impact sur le corps. Donc là, c'est vraiment, pour moi, l'objet c'est l'autre conférence que je fais qui s'appelle « L'impact des émotions sur le corps », où je détaille vraiment ça. Mais comme là, on est sur le thème des peurs profondes, je vais vous faire un petit résumé un peu synthétique. Donc, en fait, pour comprendre ça, le modèle que j'utilise, c'est l'image de la cellule. Ça, c'est une représentation très schématique de nos cellules. En fait, tout le corps humain, il est fait de cellules. D'accord ? Et une cellule, en général, c'est toujours ça. Il y a une membrane extérieure, un noyau et un milieu intermédiaire. D'accord ? Et cette membrane extérieure de la cellule, la membrane, c'est ce qui lui permet de communiquer avec le milieu extérieur. Et donc, si la cellule est ouverte, vous voyez, la membrane est dilatée, à ce moment-là, elle est perméable. Donc elle permet aux nutriments de rentrer dans la cellule et elle permet aux toxines de s'évacuer de la cellule. Donc ça, c'est le fonctionnement optimal. Quand la cellule est fermée, la membrane se contracte comme vous voyez, on peut prendre l'image des grains de raisin, par exemple. La cellule ouverte, c'est le grain de raisin au soleil et la cellule fermée, c'est le raisin sec. D'accord ? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La membrane est recroquevillée, donc elle n'est plus perméable. Et donc elle ne permet plus aux nutriments d'entrer et elle ne permet plus aux déchets de sortir. Donc évidemment, vous voyez que ça peut vous parler de la notion de peur. C'est-à-dire que c'est une réaction en fait logique s'il y a un traumatisme, une agression. Vous voyez la petite flèche rouge, c'est ça que ça représente. S'il y a une agression sur la cellule, elle va se fermer temporairement pour pouvoir résister à cette agression et ne pas laisser rentrer en elle ce qui est arrivé. Par exemple, c'est en laboratoire, ça peut se faire avec une cellule dans un tube à essai. Si on met une goutte de citron, le milieu devient acide, la cellule va se fermer. Et donc, vous voyez, c'est comme ça que notre corps réagit au niveau le plus petit, c'est-à-dire au niveau de la cellule. Dès qu'on est soumis à de la peur, à une agression, on ferme. D'accord ? Et ce qui se passe au niveau de la cellule, ça se passe à toutes les échelles du corps. C'est-à-dire que ça peut se passer à l'échelle d'un organe, ça peut se passer à l'échelle d'une zone du corps, et ça peut se passer à l'échelle du corps tout entier. C'est-à-dire que quand on est soumis à un stress, à une peur, à quelque chose de désagréable, on a tendance à refermer. D'accord ? Et donc cette réaction, c'est une réaction normale. Encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure pour la peur, c'est physiologique et c'est normal. Ce qui est problématique, c'est quand ça s'inscrit dans la durée. Puisqu'en fait, vous voyez, c'est un peu comme le château fort. Hein. Quand il y a des assaillants, on ferme le château fort. Évidemment, ça protège le château fort des assaillants. Mais si le château fort reste fermé, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vivres et on ne peut plus évacuer les déchets. Hein, comme dans la petite cellule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Soit on meurt de faim, soit on s'asphyxie. Et donc, c'est ce qui se passe avec les fermetures qui nous ont impactés corporellement. C'est-à-dire que notre corps, tout au long de notre histoire, on a peut-être eu des traumatismes, des chocs plus ou moins violents, plus ou moins repérables, mais qui ont créé des petites fermetures.
Et en fait, vous voyez, le mouvement de fermeture, c'est un mouvement réflexe, parce que c'est un mouvement de survie. Mais il n'y a pas un réflexe d'ouverture, puisque l'ouverture, ce n'est pas une nécessité de survie, c'est une nécessité vitale, mais ça n'est pas un réflexe de survie dans le corps. Et c'est pour ça qu'en fait, il va falloir des fois du temps pour faire parvenir l'information à la cellule et pour lui dire de se réouvrir. D'accord ? Et donc, en gros, on va dire que pour moi, toutes les thérapies sont basées sur ce principe-là. C'est-à-dire que c'est faire parvenir l'information à la zone qui a été fermée, lui faire parvenir l'information pour se réouvrir. Donc, quand on est en psychologie, on s'adresse à la personne tout entière, à son mental, etc. Et dans les autres techniques, on s'adresse au corps de manière différente. Pour vous donner un peu l'idée de ce que ça peut donner dans le corps à différentes échelles, les impacts de toutes ces peurs qu'on a stockées tout au long de notre vie. Donc, ce n'est pas exhaustif, hein, je n'ai pas tout mis, mais c'est pour vous donner quelques images comme ça. Donc, au niveau de la poitrine, par exemple, le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. Dès qu'on a un choc, vous le faites sans vous en rendre compte, mais vous savez, quand quelqu'un claque une porte ou fait un cri derrière vous, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ça, cette réaction-là. Et vous voyez, à ce moment-là, en fait, c'est le péricarde qui est au centre de la poitrine qui se resserre autour du cœur pour le protéger. Donc toujours pareil, même principe, réaction de protection, je ferme. Et donc, vous voyez que si ces contractions du péricarde qu'on a accumulées tout au long de notre vie, elles ne se sont pas complètement relâchées, petit à petit, ça enserre le cœur dans une contraction. Et du coup, notre cœur est en train de lutter pour battre. C'est-à-dire que ça restreint son espace. Donc, pour pouvoir faire son travail de pompe, de ouverture-fermeture, lui, en permanence, il doit le faire contre résistance. Et c'est ce qui va donner la sensation de respirer moins bien. Ça peut provoquer des arythmies cardiaques, etc. Hein, et vous voyez que déjà, voilà, comment ça peut toucher le cœur. Ensuite, là, juste en dessous du péricarde, il y a le diaphragme. Le diaphragme, c'est le grand muscle de la respiration. Et vous avez peut-être déjà remarqué, c'est un muscle qui est très sujet au stress. Dès qu'on est stressé, qu'est-ce qu'on fait ? On monte. Hein, on a tendance à monter dans les épaules, dans le haut du corps, et on bloque le diaphragme. Et quand le diaphragme, quand on accumule du stress ou des peurs et qu'on bloque le diaphragme, notre respiration se retrouve très ralentie, c'est-à-dire qu'on perd énormément d'amplitude respiratoire, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Mauvaise oxygénation pour les poumons, mais pour l'ensemble du corps. Et donc nos petites cellules, elles ne reçoivent plus assez d'oxygène. D'accord ? Donc ça va poser beaucoup de problèmes au niveau du corps. Ensuite, quand on est en mode survie, avec notamment les glandes surrénales qui sont activées, l'adrénaline et d'autres choses encore, dans ces cas-là, la digestion est secondaire. Hein, on peut imaginer ça facilement. Si on est sur un champ de bataille, assailli de toutes parts, bon, digérer notre repas, ce n'est pas la priorité. Donc le corps, il est fait pour amener l'énergie là où on en a besoin, c'est-à-dire vers les muscles, pour fuir ou combattre. D'accord ? Et donc, avec du stockage de peur ou de stress, on a de manière chronique une digestion qui va être ralentie parce qu'elle ne bénéficie plus de l'apport d'énergie dont elle a besoin. Parce que, évidemment, la digestion, c'est fait pour nous donner de l'énergie, mais pour digérer, on a besoin de beaucoup d'énergie. En fait, à n'importe quelle zone du corps, avec cette logique de cellules, si vous comprenez ce qui se passe au niveau de la cellule, ça peut se retrouver à toutes les échelles dans le corps. Donc, par exemple, les yeux, qui est aussi un de mes sujets de prédilection. Hein, les problèmes de réfraction oculaire peuvent être aussi dus à des peurs, et notamment la myopie. Voilà, des choses, par exemple, nous ont fait peur, des choses qu'on n'a pas voulu voir. Hein, si l'œil, il est fait pour voir automatiquement là où on a l'intention de voir. Donc, si à un moment donné, ça s'est brouillé et qu'on n'a plus réussi à faire la netteté, c'est qu'inconsciemment, il y avait quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas voir en général ? C'est quelque chose qui nous fait peur. D'accord ? Donc la peur impacte directement la vue et crée une perte de vision qui au début est temporaire, mais qui peut s'installer si la situation de peur reste de manière courante, ou si après, en fait, on va corriger l'erreur de réfraction en portant des lunettes, mais sans s'intéresser à la peur. Et à ce moment-là, en portant des lunettes, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une adaptation. Et donc votre œil va petit à petit se stabiliser dans sa déformation et voir la déformation va s'aggraver et donc la myopie va s'installer et s'aggraver. Peut-être que vous avez tous remarqué que si vous portez des lunettes, normalement vous revenez 2 ans après, on augmente un petit peu la prescription. Et encore un petit peu 2 ans après, etc. etc. Donc on voit bien que les lunettes ne traitent pas le problème de contraction au niveau des yeux, elles rétablissent une netteté, une image nette avec un œil déformé.
Et donc, qu'est-ce qui se passe comme notre corps continue à s'adapter sans cesse? Et bien, la déformation s'amplifie. C'est QFD, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on a sous les yeux et dont on ne s'aperçoit pas forcément et dont on ne sait pas qu'il y a des alternatives. Hein. Pour l'instant, c'est encore trop peu connu. Voilà, donc quelques exemples de stockage de peur. N'importe quelle zone du corps peut être comprise comme ça.